L'intelligence artificielle nous est souvent présentée comme quelque chose de très abstrait et très fantasmé. Alors tantôt elle nous est présentée comme sur le point de détruire l'humanité en prenant le contrôle. Si vous n'étiez pas encore assez inquiet pour l'avenir de l'humanité, sachez qu'il existe une intelligence artificielle qui réfléchit à la meilleure façon de nous détruire. Et tantôt elle nous est présentée comme au contraire l'intelligence suprême qui pourrait venir à bout de tous les problèmes de l'humanité. L'IA est assurément une révolution, au moins aussi grande qu'Internet. L'intelligence artificielle révolutionne déjà le monde de la surveillance. Sont-ils une révolution ou un cauchemar? Une nouvelle révolution. 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 Mais ce qu'on entend le plus, dernièrement, à chaque nouveauté, c'est à quel point elle se mettrait à ressembler de plus en plus à la façon de réfléchir des humains. GPT-4 peut-il mettre en danger certains métiers? Des présentateurs humanoïdes, des compagnons de vie virtuels. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. Pourtant, derrière l'intelligence artificielle, et y compris l'IA générative comme ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion et autres outils de génération d'images, de textes ou de musique, il y a uniquement des suites d'algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions et de calculs qui sont faits sur des bases de données statistiques. Cette année, à l'occasion de sa campagne de dons, la Quadrature du Net a décidé de prendre ce thème assez transversal à tous ces sujets qu'est l'intelligence artificielle pour déconstruire ce mythe et cette abstraction qui s'est faite autour de cette technologie afin d'entrer et de voir quelles sont les réalités concrètes qui se cachent derrière. Alors Roland Barthes, c'était un professeur de littérature, et il était sémiologue. Et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Mythologie, qui est un recueil de petits textes où il s'amuse à analyser, avec tout son savoir, des phénomènes médiatiques. Des images qui sont dans l'imaginaire collectif et qui prend comme autant de petits mythes qu'il essaye de démonter, de décortiquer, d'analyser, de déplier comme ça. Il s'intéresse par exemple à la déesse de chez Citroën, pourquoi elle fait fantasmer les gens, pourquoi elle dit quelque chose de l'époque, etc. Et il analyse comme ça plein de petits phénomènes et je suis sûr que s'il écrivait aujourd'hui, il s'intéresserait à l'IA comme mythe moderne. Pourquoi ça? Parce qu'il me semble que l'IA, on s'en sert comme mot pour désigner tout un tas de choses qui sont quelques réalités, mais très peu, et beaucoup de fantasmes et beaucoup de craintes. Et ce qui est intéressant, si on essaie de transposer le regard de Barthes aujourd'hui, c'est que lui, il définit le mythe comme un discours, ou un élément de discours, un objet de discours, qui réalise des croyances. Et l'IA fait ça, c'est-à-dire qu'elle cristallise sur elle tout un tas de croyances qui révèlent quelque chose de la société, dans son organisation et dans ses désirs. Quand on parle de l'IA, alors je reste à un niveau vraiment basique de ce qu'on perçoit tous en écoutant la radio, la télé, ça désigne toujours l'idée que la machine va faire mieux que les humains dans des tâches spécifiquement humaines, comme parler, penser, comprendre, prévoir, punir et même soigner. La définition du Larousse de l'intelligence artificielle, c'est « ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine ». Et cette volonté de simuler l'intelligence humaine, elle ressort à travers tout le champ lexical qui entoure l'intelligence artificielle. On va parler par exemple de réseaux de neurones, on va parler d'apprentissage, on va parler d'hallucination même pour quand les IA racontent n'importe quoi. Et même le terme d'intelligence artificielle en soi, il est fait pour se calquer sur des logiques humaines. Mais c'est pas seulement à travers le choix des mots, puisque dans la construction de tous ces outils, on va avoir un dispositif qui est mis en place qui a pour but de nous rappeler des interactions avec des humains. Par exemple, on va souvent voir des IA qui vont être mis dans des robots humanoïdes pour évoquer des humains. Et même tous les dispositifs de ChatGPT et des chatbots en général visent à recréer la sensation d'une interaction avec un humain puisqu'on est en train de chatter avec un interlocuteur. Parmi les algorithmes de machine learning, il y a des algorithmes spécifiques qu'on appelle les algorithmes de deep learning. On les appelle profonds parce que il y a une succession de calculs les uns au-dessus des autres qui font que même la personne qui conçoit l'algorithme ne sait pas exactement quelles sont les informations qui sont utilisées par l'algorithme pour produire le résultat. Ces algorithmes-là, ils sont la source aussi de pas mal de fantasmes puisque comme on ne comprend pas comment ils fonctionnent, y compris la personne qui a créé l'algorithme, alors on est tenté de justifier ce fonctionnement-là par une idée un peu presque magique que l'intelligence artificielle serait proche du fonctionnement humain. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces dernières années, alors que ça fait près d'un demi-siècle que l'intelligence artificielle fait l'objet de recherches. Et ce qui a rendu possible les avancées de ces dernières années comme ChatGPT, c'est l'accumulation de trois
3 choses qui posent déjà problème dans la trajectoire dominante du numérique. C'est d'abord l'accumulation de données sous l'égide du capitalisme de surveillance avec le traçage de nos communications, de nos activités sociales et l'indexation de l'ensemble de ce qu'on pense être un bien commun numérique qu'est le web, l'accumulation de données par les grandes multinationales du numérique, ce qui en retour leur a permis de dominer le capitalisme international et de devenir les entreprises les plus valorisées sur les marchés financiers aujourd'hui. Et cette capacité, cette puissance financière permet en retour un troisième type d'accumulation. Après l'accumulation des données et des capitaux, c'est l'accumulation de ressources pour faire tourner les IA, entraîner les modèles, calculer, stocker toutes ces données et les traiter. Donc, ça suppose notamment de construire quantité de data centers partout dans le monde, ce qui, en retour, nécessite une accumulation de ressources, des puces, donc des métaux rares, de l'eau, de l'électricité, avec les conséquences écologiques que l'on sait. Aujourd'hui, au nom de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des rapports sociaux, l'ensemble des politiques publiques qui doivent s'adapter pour favoriser le déploiement à grande échelle de ces systèmes dans tous les pans de la société. Pour favoriser le déploiement de l'intelligence artificielle, tous les verrous juridiques doivent sauter. Et c'est notamment ce que cherche à faire le règlement dédié à l'intelligence artificielle qui a été adopté en mai 2024 au niveau de l'Union européenne. C'est déréguler un marché pour attirer un maximum de capitaux et susciter la prolifération de ces systèmes partout dans la société. Dans le même temps, on voit beaucoup d'expérimentations être lancées, parfois même à titre complètement pérenne et permanent. Je pense notamment au déploiement de systèmes d'intelligence artificielle dans les classes de seconde pour les cours renforcés de français ou de mathématiques. C'est comme ça l'ensemble des services publics qui sont sommés de se mettre à la page de l'IA dans un contexte austéritaire où l'on coupe des postes, où il y a moins d'argent pour financer ces services publics, et pourtant énormément d'argent qui va néanmoins financer le déploiement de ces systèmes d'IA qui accompagnent l'automatisation de ces services publics et en fait leur déliquescence programmée. Dans les premiers usages de l'intelligence artificielle, dès les années 2010, à l'époque on parlait plutôt de big data que d'intelligence artificielle, il y a toutes les données qui ont été collectées notamment par les réseaux sociaux pour faire du profilage publicitaire. Et donc là, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Les données sont récupérées sur les personnes pour dresser des profils fins à partir de ces informations et leur adresser une publicité qui soit la plus efficace possible. Donc l'industrie de la surveillance en ligne, notamment de la surveillance publicitaire, il est intrinsèquement relié aux logiques d'intelligence artificielle. Dans le même genre, on a aussi les algorithmes de recommandation et de censure qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les contenus qui sont montrés dans la timeline sur les réseaux sociaux, ils le sont faits aussi en fonction de ce qui va permettre de visibiliser le plus la publicité. Et donc de la même manière, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui consomment eux aussi une quantité phénoménale de ressources qui sont utilisés pour organiser les différents contenus qu'on voit de manière indépendante souvent de notre volonté. Et globalement, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette campagne de dons, c'est à quel point les algorithmes d'intelligence artificielle sont des outils qui servent les puissants, notamment pour des logiques gestionnaires. Quand une technologie est développée, c'est vraiment très courant que ses premiers domaines d'application ce soit les applications militaires. Et pour le coup, l'IA ne déroge pas à la règle. On a appris ces derniers mois que l'armée israélienne avait adopté 2 systèmes d'intelligence artificielle dédiés à la désignation des cibles des bombardements dans la bande de Gaza. Donc on voit à quel point ces technologies sont aujourd'hui utilisées pour accélérer la machine génocidaire en Palestine. C'est assez ironique et en même temps dramatique de voir que, alors même que le Conseil de l'Europe a adopté une convention pour réguler les usages militaires des intelligences artificielles, Israël en est l'un des signataires, ce qui tend à montrer à quel point il n'y a aucune volonté politique de la part des États aujourd'hui de contrer, de ralentir et de vraiment réguler l'avènement d'armes autonomes aiguillées à base de systèmes d'intelligence artificielle. Alors qu'elle s'était engagée à ne pas travailler avec le secteur militaire, OpenAI, l'entreprise qui a lancé ChatGPT et d'autres systèmes d'IA grand public, a renoncé en fait à cet engagement il y a quelques mois. Ce que traduit cette évolution et ce renoncement, c'est une réalité très claire, c'est que en fait, les grandes entreprises qui développent ces systèmes d'IA, parce que c'est très coûteux, vont devoir en passer par le secteur militaire pour amortir les investissements colossaux qu'elles ont consentis et consacrés au déploiement, au développement de ces systèmes d'intelligence artificielle. Toujours dans cette même logique d'être utilisé par les puissances centralisées comme un outil de gestion, l'intelligence artificielle est utilisée aussi par les États. La Quadrature du Net a lancé il y a 2 ans une initiative qu'on a nommée depuis France Contrôle, dans le cadre de laquelle nous enquêtons sur les algorithmes utilisés par les administrations sociales en France. Ce que tout ce travail commence à nous montrer de manière très claire, c'est que ces algorithmes qui sont présentés comme des outils de lutte contre la fraude, notamment, sont en fait des outils de contrôle très puissants qui provoquent en fait un surcontrôle, voire un harcèlement institutionnel sur les personnes les plus précaires.
Le premier exemple sur lequel on a beaucoup travaillé, c'était la CAF. Le code source de l'algorithme a pu montrer que ces contrôles sont essentiellement discriminatoires vis-à-vis d'un certain nombre de personnes précaires, les femmes seules, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Donc on a systématiquement des algorithmes qui, au lieu d'aider les administrations dans leur mission de protection sociale, sont en fait fortement discriminatoires et provoquent une espèce de double peine vis-à-vis de l'ensemble des populations précaires. Et à tous les endroits où on a du pouvoir, on va retrouver de l'intelligence artificielle pour accompagner les logiques gestionnaires et de contrôle. Ça peut être le cas par exemple en entreprise, comme on va le voir dans les entrepôts Amazon par exemple, et à chaque fois, l'IA a ce rôle que d'accompagner la déqualification et la précarisation des travailleurs et travailleuses. Et enfin, on va trouver aussi des conséquences de l'intelligence artificielle au niveau territorial. Il y a une vraie matérialité de l'intelligence artificielle et il y a un vrai impact environnemental et social de l'intelligence artificielle. Déjà, l'intelligence artificielle, elle se fait par des ordinateurs, par des serveurs dans lesquels on a des puces graphiques qu'on appelle GPU, qui sont consommateurs de ressources en minerais. Pour fabriquer ces minerais-là, il y a besoin d'eau très pure pour purifier les minerais qui vont servir à fabriquer ces puces. Et ensuite, cette eau, elle est chargée en composants chimiques fluorés et polluants qui vont ensuite être déversés directement dans nos nappes phréatiques, dans nos rivières et dans nos lacs. Cette matérialité du minage, de l'extractivisme qui a lieu beaucoup dans des pays du sud global montre en fait cet aspect néocolonisateur du numérique et de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il est à mettre en parallèle certainement avec l'extractivisme de nos vies numériques, parce que cette intelligence artificielle elle se nourrit sur nos données, qu'elle prend sans nous avoir demandé notre avis, parce qu'il faut qu'elle apprenne, qu'elle se nourrisse, qu'elle se fasse en permanence. Et ensuite on a aussi une sorte d'ubérisation, d'extractivisme du travail humain. Ce sont les humains qui sont derrière l'intelligence artificielle, dont on parle peu. Les travailleurs du clic, les gens qui valident ou pas les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et ensuite on a tout cet aspect post-intelligence artificielle. On nous annonce en fait de l'intelligence artificielle partout dans nos vies, dans nos milieux de travail, dans nos smartphones, dans tous les matériels aujourd'hui sont vendus avec de l'intelligence artificielle. Et donc tout ça va sûrement avoir aussi un autre impact qu'on n'a pas encore mesuré, en tout cas qu'on n'a jamais discuté. Parmi les forces de domination qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, on va retrouver évidemment les forces policières. Mais pareil, on va faire une vidéo plus en détail sur ce sujet, puisque depuis 2018, la Quadrature du Net travaille sur les sujets de ce qu'on appelle le technopolis, qui est l'installation de dispositifs de surveillance dans les villes, et qui bénéficient de plus en plus de surcouches algorithmiques pour renforcer les pouvoirs policiers. Tout au long de notre campagne, on va vous dire « c'est pas de l'intelligence artificielle ». Ce qu'on veut dire, c'est pas que ça n'existe pas, parce que comme on vient de le voir, il y a des conséquences bien réelles à l'intelligence artificielle. Ce qu'on veut dire, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas ce qu'on nous dit, ce qu'on nous vend dans les médias, qu'il faut déconstruire le mythe et qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur les conséquences, les impacts concrets que l'intelligence artificielle a sur les personnes et sur les écosystèmes.